Bon, on a vu le film FNAF 2 fois, une fois en VF, une fois en VSTFR, et c'est le moment de donner notre avis. Mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler du film Five Nights at Freddy's 2. Bien évidemment, je sais que certains d'entre vous n'ont pas vu le film, donc on va commencer avec une partie sans spoiler, où je donnerai mon avis concrètement sur le film, et une deuxième partie avec spoiler et théorie, où je donnerai les points positifs, les points négatifs, spécifiquement du film. Bref, on a trop blablaté pour l'intro, on est parti du coup pour mon avis. Alors déjà, il faut savoir que le film, donc je l'ai vu 2 fois, une fois en VF, une fois en VSTFR, et personnellement j'ai une grande préférence pour la VF. Franchement, la VF est vraiment très cool, donc n'hésitez pas à aller la voir en VF, franchement ça changera pas grand chose, même si vous préférez l'original, allez voir en VOST, de toute façon c'est vos préférences, mais en tout cas en VF, sachez que le doublage est très très bien fait. Le film, en règle générale, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et il faut savoir que moi j'avais apprécié le 1, et là le 2, je l'ai encore plus apprécié. Alors même si on nous a dit que le film serait plus gore que le 1, franchement... ça s'est joué à pas grand chose, mais franchement le gore est au même niveau. Et c'est plus ou moins dérangeant. Pour des scènes où on aimerait quand même voir en fait le gore, quand il y a des personnes qui sont tuées, qu'il y a de la violence et ainsi de suite, là c'est dommage qu'ils ont pas mis en avant ce gore. C'est vraiment des scènes cachées, on voit vraiment très très peu en fait les morts à la caméra, et ça je trouve ça dommage. Mais par contre le fait qu'il n'y ait pas énormément de gore, c'est pas extrêmement dérangeant, car faut savoir que FNAF n'est pas gore de base. Le lore est gore, dans les jeux FNAF, c'est pas gore de base. Et puis on peut faire des films d'horreur qui sont très bons sans gore. Le souci là, c'est qu'on a des morts, et que les morts en général c'est gore et violent, et là c'est pas montré à la caméra. Pour ce qui est des screamers ou ce genre de choses, on savait qu'il nous en manquait beaucoup dans le premier film FNAF, les apparitions rapides et tout ça, donc les screamers, et franchement là ils sont beaucoup améliorés, et franchement c'est très cool, car c'est vraiment ce qui est un peu l'essence de FNAF, et on est content de les retrouver là. Le souci c'est que personnellement je m'attendais à ces screamers un peu, et c'est un peu dommage, c'est-à-dire que souvent il y a des scènes de tension, et dans des films d'horreur on nous met des scènes de tension où justement il n'y a pas de screamer qui arrive, et des scènes de tension où il y a des screamers qui arrivent, ce qui crée un peu d'incertitude. Et là personnellement j'ai pas ressenti ces scènes de tension où justement il n'y avait pas de screamer qui arrivait, j'avais l'impression que c'était screamer sur screamer. Même si mon voisin sur le cinéma, qui lui du coup connaît pas du tout le lore de FNAF et a surkiffé, et lui réagit au screamer, personnellement j'ai pas réagi. On vient du coup à un souci pour moi dans le film, c'est-à-dire que le film est très cool, mais il a un très gros souci de rythme, c'est-à-dire que il mériterait vraiment une version longue. Des moments où les animatroniques devraient vraiment être dans l'action et ça devrait être plus rapide, là c'est pas du tout le cas. Et d'autres moments où on a besoin d'un peu plus d'explications, où on a besoin d'un peu poser l'histoire, là c'est vraiment mis rapidement parce que on n'a pas le temps, et franchement c'est dommage. Parce que vraiment ce qui fait la force de FNAF, les jeux FNAF, c'est que justement on a cette tension, cette incertitude dans les jeux FNAF, et on aimerait le ressentir dans le film. Cette tension constante qu'on a où justement on se dit qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Et le souci justement, comme je vous ai dit, avec le manque d'explication, c'est que il y a certains animatroniques, moi en tant que fan de FNAF, je sais que ça va arriver, je sais que il va attaquer, et je sais les particularités, et du coup je me dis lui il va arriver. Sauf que quelqu'un qui n'a pas vu le film, il ne peut pas avoir cette tension supplémentaire. Si je vous prends l'exemple du coup de Foxy, qu'on voit déjà dans le 1, mais qui du coup a une version un peu différente, je sais personnellement que il peut attaquer à certains moments, et on peut le contrer de telle manière. Sauf que quelqu'un qui voit le film pour la première fois ne peut pas avoir cette attente, parce qu'il ne sait pas que Foxy peut arriver à tel moment, et à ses manières de se protéger, et du coup ne peut pas aussi avoir la tension et se dire quand lui va arriver, il va pas pouvoir le contrer. Un truc par contre que j'ai trouvé beaucoup plus cool, c'est que le film c'est vraiment identifié, c'est-à-dire que là où dans le premier film on était un peu dans je veux un peu m'accrocher au lore, je veux un peu faire plaisir au FNAF, mais j'y m'identifie pas trop à ça, et j'essaie d'attirer un nouveau public. Là, on a vraiment, je trouve, une identité de se dire, je veux faire plaisir aux fans. Oui, je veux attirer quand même du nouveau public, c'est le but d'une adaptation en film, mais là, franchement, il s'est identifié, et il a vraiment choisi de faire sa propre histoire. Et ça, je trouve ça très cool, parce que même si les fans de FNAF, il y en a, ils vont être déçus, parce qu'ils vont être en mode, c'est du n'importe quoi, ça, c'est pas dans le lore,
et ainsi de suite. Moi je trouve ça très cool parce que bah, ça ajoute du nouveau, et ce qu'on recherche. Hein. Moi je cherche pas à retrouver la même chose dans les films, mais vraiment un truc différent. Et en plus de ça, quelqu'un qui regarde bah, du coup les films pour la première fois et qui connaît rien du tout à FNAF, bah, et il va kiffer, il va juste se dire bah c'est trop cool. Et puis en plus de ça, les fans de FNAF, hein, pour ce qui est des références dans le film, on a vraiment à balle, hein. Là on peut pas être déçu là-dessus, c'est vraiment trop cool. Et franchement, bah du coup les fans de FNAF sont servis. Par contre pour finir bah, sur cette première partie, pour moi les 3 soucis du film, c'est comme je vous l'ai dit, le problème de rythme. Le deuxième chose c'est au niveau des OST. Je trouve que dans le premier film on avait vraiment une identité au niveau des OST, du visuel et ainsi de suite. Et là dans ce deuxième film on perd un peu ça, c'est-à-dire qu'on a des OST qui sont remixés des premiers. Et là je suis en mode ah ça coque un peu. Et l'identité visuelle, bah on est plus en mode allez on veut vous mettre les références, on veut que ça claque, on veut vous mettre les screamers, on veut vous montrer qu'on vous donne tout ce que vous avez demandé. Oui, mais c'est là qu'on vient au troisième point, c'est pas assez bien structuré. Je trouve que bah, ça manque un peu de structure. Le film, il y a des faux raccords un peu à droite à gauche et c'est franchement dommage. Le film est franchement cool, franchement je vous le recommande, mais on est vraiment en une transition entre bah, du coup un deuxième film et un troisième film. On prépare vraiment le troisième film sur ce film là et ça manque encore, bah, comme je vous l'ai dit, un peu de gore et j'ai hâte de voir le troisième film. Maintenant on passe du coup à la deuxième partie. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, merci d'être passés, pensez à liker et à commenter. Et pour ceux qui restent, eh ben, on va passer à la partie spoiler. Bon, comment parler du film sans parler des nombreuses références? Ballora dans la boîte à musique, Shadow, Freddy qu'on voit bah, avec la frame, franchement ça c'était incroyable. Le fait que bah, ils aient fait des mécaniques franchement en mode ah bah on est dans le jeu et tout ça, franchement ça c'est trop cool. Je trouve ça trop bien on revoit en fait l'univers et les mécaniques du deuxième jeu. Et franchement ça c'est, bah en tant que fan, je trouve ça trop cool. Je trouve juste dommage que par manque de temps ils aient pas mis justement un peu plus de nuit et appuyé un peu plus justement sur cette mécanique du deuxième jeu. Et tant qu'on parle du temps, Henri et Emily, on nous a pas passé assez de temps à nous expliquer. On l'a eu vite fait, il y a eu vite fait d'explications, mais on est là, enfin j'ai l'impression personnellement que quand on met Henri et Emily dans le film et bah vraiment cette explication c'est allez, on le met là pour préparer le 3, on a quelques explications avec lui, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là. Et en gros, bah, c'est quand vous verrez le troisième film, hein, vous aurez les explications, donc bah, attendez la suite. Et ça, c'est dommage qu'ils aient pas pris le temps, avec le problème de rythme que je vous ai dit, c'est dommage qu'ils aient pas pris le temps d'expliquer. Bah voilà, il y a les Weatherhead qu'ils ont appelés comme des prototypes, je crois, dans le film de mémoire, et franchement, c'est dommage qu'ils aient pas passé plus de temps à expliquer. Parce qu'en fait, ils ont tout. On a l'ambiance, on a le lieu et tout ça, et bah il manque ce côté horrifique, c'est-à-dire qu'ils avaient tout pour faire un côté horrifique et bah, se baser sur le lore ou faire un lore bah, à leur manière, sauf que bah, ils ont préféré bah, préparer la suite et ça, tu vois, c'est ce que je trouve dommage pour le film. Par contre, un truc que je pense que plein de personnes ne vont pas kiffer, c'est le cas Puppet. Et moi, j'ai adoré. C'est-à-dire que Puppet, dans le classique, elle peut pas contrôler les animatroniques à distance. Là, on nous explique que vraiment, c'est la seule animatronique à avoir cette commande à distance. Et franchement, lui avoir ajouté ça, je trouve ça trop cool. Pourquoi? Parce que le fait de contrôler, bah déjà, des humains, c'est déjà terrifiant. Et moi, je trouve ça, bah, j'adore. Je trouve ça trop cool, j'adore. En plus de ça, eux, on leur met une liberté d'action qui est bah, le fait de pouvoir jouer en tant qu'humain, en tant qu'acteur, ça permet de gérer plus d'émotions puisque t'es pas derrière un masque, d'avoir une liberté de mouvement sur le tournage et franchement ça je trouve ça trop bien. Et en plus de ça, là puisqu'il s'assume avec un nouveau lore, je trouve que ça bah, du coup ça fait un mix entre ce qu'est Puppet à la base et un peu le glitch trap, security breach chez la suite. On le voit d'ailleurs avec la fin, hein, avec du coup Vanessa qui se transforme un peu en Vanille et franchement je trouve ça trop cool qu'il fasse un peu un mix des deux. On essaye d'ajouter un peu de tout et de toute façon on l'a vu, hein. S'il y a Ballora, s'il y a tout ce genre de lore, s'il y a même Vanessa rien que de base, c'est qu'ils veulent faire un nouveau lore et adapter bah, du coup la suite avec Security Breach et tout à l'intérieur du film. Je pense qu'il y en a par exemple aussi qui serait dommage, enfin ils seraient contents de voir Springtrap du coup dans la fin du crédit, mais qui trouvent ça dommage que c'est pas des années plus tard. Personnellement, ça ne me dérange pas non plus. On le voit à la fin du générique que le Springtrap il est un peu plus jaune et il est un peu moins moisi qu'à l'époque parce que ça a pas dû se passer des années plus tard. Et franchement, je trouve ça pas ça dommage. Ils font leur propre histoire et c'est cool. Ça attire du nouveau monde. On a des nouveaux gens qui vont venir dans cette fanbase de FNAF et ça crée quelque chose de nouveau. Et franchement, moi j'adore. En plus, je suis un grand,
très grand fan de Springtrap, hein. Vous le savez, j'adore Springtrap. Et en voir une nouvelle version, franchement, je trouve ça trop cool. Et pour ceux qui sont fans de films d'horreur, on a aussi des nombreuses références, hein. Par exemple, on a le flashback du coup de Vanessa avec William Afton, les portes qui s'ouvrent, donc ça c'est pour faire une petite référence à Scream, ou le fait que Henry Emily, c'est l'acolyte justement de l'acteur qui fait William Afton dans Scream à l'époque. Bah, franchement c'est cool, et on peut pas dire que c'est pas les acteurs parfaits pour jouer ces rôles. Si, c'est le cas. En plus de ça, on continue à avoir d'autres références. On a par exemple la map du coup de Sister Location qui est sur le tableau comme à l'époque, et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le mimique qu'il y a sur la table justement du prof. Et on a aussi par exemple Circus Baby dans le mur. Franchement c'est cool qu'on le voit, du coup William Afton, puis à l'époque il était déjà en train de travailler sur Circus Baby. Le souci de ça, c'est que moi j'ai un peu une sensation de qu'est-ce que tu fous là? On te fout Circus Baby pour préparer la suite, mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait? On te la montre et puis on fait rien avec après. Je trouve ça dommage. Et tant qu'on parle des trucs où on fait rien avec après, regardez, ils ont créé quelque chose de nouveau avec des mini puppets. J'ai trouvé ça trop cool au début du film. J'ai fait waouh, c'est quoi ces trucs nouveaux? On a des mini puppets, ils les contrôlent à distance et tout. Et j'ai eu une sensation de c'est dommage, puisque plus tard on a eu la même scène où il tombe dans l'eau et ainsi de suite, et là on nous met Ballon Boy. Pourquoi nous mettre Ballon Boy? Pourquoi pas un peu plus développer les puppets et tout ça? Franchement, je vous dis, ça manque de développement. Pourquoi ils font pas une version longue? Franchement, ce serait vraiment trop cool. Bon, et puis on a eu aussi pour les petites théories, hein, on sait qu'on avait Garrett dans le premier film qui a été enlevé. On sait que les enfants enlevés deviennent pratiquement tous des animatroniques. Donc Garrett, c'est qui dans le film? Pour moi, c'est pratiquement sûr que Garrett, on le verra dans Circus Baby. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est simple. On a eu Circus Baby qui avait les yeux verts. On sait que Circus Baby a les yeux verts quand elle est possédée par Elizabeth Afton. Normalement. Sauf que là, dans les films, dans le premier film surtout, ils ont un peu switch les familles, hein. Il n'y a pas le même nombre d'enfants par rapport aux Afton et aux Emily. Et là, du coup, on a Gary qui est, pour moi, cette Elizabeth. Il va être à la place d'Elizabeth pour contrôler Circus Baby. Et franchement, ce serait complètement cohérent de mon point de vue. On voit aussi, du coup, comme je vous ai dit, la possession. On a du coup notre puppet qui vient contrôler des corps, et on voit à un moment qu'il y a quelqu'un qui est sans vie. Donc vous savez, c'est l'espèce de petite journaliste là qui vient, la blonde là, et qui est sans vie, qui est un peu en mode violet. Pour moi, deux possibilités. Soit quand tu viens contrôler le corps, et à ce moment-là, le manque de bouffe, d'alimentation et tout ça fait que le corps dépérit lui-même. Soit, et là c'est la deuxième possibilité, c'est exactement comme je vous ai dit pour le premier processus, mais justement ce pouvoir de puppet vient remplacer un truc qu'on voit plus tard. À quel corps on pense quand il y a quelque chose qui se dépérit, à votre avis? Moi, ça me fait penser à Michael Afton. Vous savez, quand il se fait contrôler par Ennard, je trouve que c'est exactement le même processus, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que le corps il est pas alimenté et tout ça, et en fait cette fille, il y a possibilité qu'on la revoie plus tard, un peu comme Michael Afton, en mode elle est violette, elle reprend vie, ainsi de suite. Et franchement, je trouverais ça pas déconnant. Ah, et j'ai oublié, la chose qui m'a le plus dérangé dans ce film, c'est la cohérence par rapport à une seule chose, mais vraiment une seule chose. Comment Puppet, alors qu'elle est enfermée, hein, on nous l'a bien spécifié, que Vanessa nous a bien spécifié qu'avec la boîte, elle avait enfermé du coup dans la boîte à cadeaux, donc Charlotte, alias Puppet, est enfermée dans sa boîte depuis longtemps, très longtemps. À quel moment elle est au courant de Abby et de sa relation avec le reste? Vous allez me dire, oui, mais non, elle est pas au courant, mais c'est pas grave, vous l'avez été mis au courant par les autres petits-enfants. Non, elle est pas censée être au courant, c'est impossible. Et c'est elle qui vient en contact avec Abby. À quel moment elle sait du coup qui est Mike, elle sait du coup peut-être à quel moment, je comprends pas. Surtout que celle-ci a même fait des dessins des toys qu'elle est censée jamais avoir vus. Donc quoi, elle les voit dans ses rêves, comme pour les premiers animatroniques dans le premier film? Perso, je suis pas trop fan de cette idée, parce que ça fait un peu passe-partout. L'explication qu'on pourrait avoir, c'est dans le 3, et une théorie que je fais pourrait expliquer ça, c'est le fait que Michael Afton, celui qu'on voit du coup dans le film, c'est pas Michael Afton, mais c'est vraiment Ennard qui est déjà dans lui, ce qui explique pourquoi Michael Afton est méchant. Et à ce moment-là, Puppet fait partie de l'ensemble d'amalgame, l'ensemble que fait partie Ennard, et du coup les informations sont un peu reliées avec lui. Mais franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, et même si cette explication, franchement, je sais pas trop, surtout qu'en plus ça détruirait le fait qu'ils ont changé
un peu le scénario avec le fait que du coup Michael Afton dans ce scénario là du film qui est original est du coup différent et là il est méchant, c'est pas un des gentils de l'histoire. Mais en tout cas si cette théorie se réalise, le message de fin qui pour moi est destiné à Mike Schmidt et du coup préparer la suite avec le 3 serait peut-être destiné à Michael Afton parce qu'on nous parle de Mike mais on précise pas lequel, et c'est un message qui est avant le fait que Puppet attaque Michael Afton et ce serait Puppet qui aurait livré Michael à Ennard, enfin à l'amalgame, vous avez compris en gros, et du coup c'est suite à cette cassette qu'on entend en post-générique que Michael Afton aurait été contrôlé et qu'on le verrait dans le film comme ça. Sinon, je vois pas d'explication, mais bon, peut-être qu'on aura cette explication dans le 3, sinon ça fera une grosse incohérence. Bon, avant qu'on finisse la vidéo avec la conclusion pour que cette vidéo dure pas trop longtemps, je dois te rappeler que j'ai fait une fan vidéo FNAF, donc n'hésite pas à la voir sur la chaîne. N'hésite pas non plus à suivre mes réseaux parce qu'on va bientôt changer le décor et du contenu sur FNAF arrive très prochainement, donc reste à l'affût. Mais du coup, on va continuer avec ma conclusion sur le film. Pour, du coup, en grande partie, le film, je l'ai trouvé ultra cool, que ce soit pour les références, les rajouts qu'ils ont fait, le fait qu'ils aient écouté la communauté. Franchement, il manque encore un petit truc, il manque du horrifique, il manque un peu de structure, faudrait qu'il y ait moins de corps à corps et un peu plus de longueur. Pour le troisième film, ils ont prévu une demi-heure de plus et franchement, c'est pas de refus. Le gros souci du film, c'est son rythme, son manque de côté horrifique, le fait qu'il n'y ait pas des OST propres et des faux raccords qu'on peut retrouver malheureusement dans le film. Ces gros points positifs, c'est le nombre de références pour les fans, le fait que le scénario est propre du coup au film et du coup complètement novateur et qui permet d'avoir des nouvelles personnes dans la communauté FNAF, les effets et ainsi de suite qui sont vraiment beaucoup mieux que dans le premier film, et la tension qui est mine de rien bien plus présente. Dans la majorité, je résumerai le film à ça. En tout cas, toi, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle t'a plu, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je sais déjà.